avec le AI, avec tout le monde maintenant peut coder, tu sais, la barrière à coder, elle a vraiment été réduite avec VS Code, le Autopilot sur GitHub et tout ça. Tu sais, t'as tellement de l'aide Copilot, pour faire des solutions. T'as des no-code things que la vraie valeur que les compagnies vont amener, c'est comment rapidement tu identifies le problème du client puis comment tu l'aides dans son quest, dans son job to be done qu'il veut régler. On est Hitler Road des samedis soirs, ne te lynchons pas les sous-vides. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Les 101 coups, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je vais continuer de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir. What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou nous laisser un review. Ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saaspace.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu avec au-dessus de 240 compagnies. Côté produit, on a récemment lancé le Job Board SaaSpace. Allez sur saaspace.com/emploi avec un S pour publier gratuitement une offre d'emploi ou consulter toutes celles qui sont déjà listées. On est en bêta, donc on aimerait vraiment savoir votre feedback. Vous pouvez nous écrire à bonjourhi@saaspace.com. Le prochain événement Ça se passe aura lieu à Québec, jeudi le 23 novembre, dans les bureaux de Coveo. On va jaser AI, engineering, embauche et plus encore avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. Il y a 80 billets de dispo sur Eventbrite, sur la bannière de notre site et en show notes. Si la tendance se maintient, on va sell out celui-là aussi, donc réservez les vôtres quickly. Alright, petit segment Grip, l'agence SEO pour SaaS qu'on a lancé. On a commencé à travailler sur notre premier client, le deuxième débute en janvier, puis on a des leads intéressants pour la suite. On a de la place pour 3-4 clients pour l'instant, mais on considère onboarder un junior en SEO pour augmenter la bande passante. Si vous connaissez un Padawan prometteur ou si vous avez envie de croître organiquement via le SEO, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à hello@gripgrowth.co. hello@gripgrowth.co. OK, la job du mois, ça se passe. Pour novembre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, courriel, chat, SMS, DMs et plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne senior en programmation back-end ou full stack. C'est une petite équipe de produits d'élite avec une compagnie hyper profitable qui a une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip aujourd'hui et chez Ça se passe. C'est de la bombe comme produit et poste à combler, sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saaspace.com/lajobdumois sans tiret. Vous y trouverez aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Raphaël Masson, cofondateur et CTO. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, écrivez-nous à bonjourhi@saaspace.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. OK, Spotlight partenaire. Pour novembre, le premier service pour SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'IA pour prendre des meilleures décisions produits et commercialisation. Ils ont une approche no bullshit, ils ne sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vos enjeux d'affaires, rendent vos données actionable, puis ils vous proposent des solutions incrémentales tout en vous rendant autonome. Il y a souvent plusieurs subventions disponibles pour travailler avec des pros dans ce domaine-là, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Regardez l'entrevue vidéo avec David Beauchemin, le cofondateur, qui est dispo dans les show notes, ou sur saaspace.com/partenaire avec un S/baseline et sur notre channel YouTube. Check them out sur baseline.québec. Il y a un contact form direct sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Puis si vous voulez l'histoire, les exemples concrets de David, il est venu sur le pod comme guest, épisode 41, écoutez ça. Alright, deuxième Spotlight partenaire pour novembre, le service pour SaaS en Spotlight, c'est Paragon, une équipe de consultation numérique accréditée PCAN, un programme de subvention fédérale super intéressant pour les SaaS.
Pécan offre d'abord un 15 000 $ gratuit pour de l'analyse de vos processus d'affaires numériques. Paragon peut vous accompagner là-dedans en identifiant les processus à améliorer dans votre business. C'est une occasion en or d'adresser les flows et les process qui sont suboptimaux dans votre SaaS. Ensuite, Pécan donne accès à un 100 000 $ de prêt de la BDC à 0% d'intérêt sur 5 ans. C'est du capital super intéressant pour faire passer votre business au next level. L'équipe de Paragon est dirigée par un fondateur SaaS d'expérience, François-Xavier Raté de Bloc Solutions. Ils ont déjà aidé plusieurs entreprises à moderniser des processus d'affaires comme leur comptabilité, finances, gestion client, marketing, vente, opérations internes et plus encore. Pour plus de détails, regardez l'entrevue vidéo avec François-Xavier qui est dispo dans les show notes sur saspace.com/partenaire avec un S/Paragon, P-A-R-A-G-O-N. Et sur notre channel YouTube, évidemment. Pour booker un appel d'intro gratuit puis rapide avec François-Xavier, cliquez sur le lien de booking dans les show notes ou sur la page partenaire. Si vous voulez entendre l'histoire et la vision de François-Xavier, il est venu sur le pod comme guest, épisode 50, écoutez ça. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Hubert Gagnon-Lamonde, Senior Director of Product chez Dialogue, une plateforme virtuelle de prestation de soins. On discute de la carrière impressionnante d'Hubert, qui est passé par founder d'une startup à une acquisition par Intel quand il était chez Passwordbox, à finalement un IPO chez Dialogue à Montréal. Donc on va toucher sur la transition de dev à un rôle produit, le scale de Dialogue, c'est une compagnie publique avec 100 millions d'ARR, 6 millions de membres, 50 000 clients, un NPS de 65. Ensuite, on check un petit peu les erreurs et les bons coups dans la carrière d'Hubert. Et puis finalement, la gestion d'équipe et de produits dans l'hyper-croissance quand c'est VC-backed, avec du gros cash en arrière, ça va vite. On va toucher aussi un petit peu sur les particularités qui sont quand même challenging de l'industrie de la télémédecine. Puis honnêtement, c'est vraiment un masterclass pour moi en gestion de produits et de carrière dans un scale-up. Puis Hubert, c'est une personne super wholesome. J'espère que vous allez aimer la discussion autant que moi. Alright, on passe au show. Let's go! Hubert Gagnon-Lamonde, bienvenue sur Ça se passe. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, très excité. Moi aussi, je suis content de t'avoir. Comment tu vas aujourd'hui? Très très bien, c'est vendredi, il fait soleil, les enfants sont excités, on a plein de belles choses en fin de semaine de prévues, la vie va bien. Super. Fait que pour ceux qui écoutent, Hubert, c'est un employé de longue date chez Dialogue, qui est loin d'être une startup, appelons ça un scale-up, une compagnie publique en fait. SaaS et autres très intéressantes. Fait qu'on va deep dive un petit peu dans ça aujourd'hui, mais je demande tout le temps aux invités s'ils se rappellent de comment on s'est connus. Fait que toi, c'est assez récent, j'imagine ta mémoire te... Oui, je m'en souviens, ça fait pas très si longtemps que ça. C'est avec Julien Gobeil qui m'a dit « Hey Hubert, ce serait bon dans ce podcast-là. » Puis il cherche quelqu'un sur le dialogue. Puis je pense que c'est comme ça qu'on a été introduits ensemble. Je pense que je connais Julien. Puis oui, voilà, c'est là que c'est parti. C'est quand même une des raisons pourquoi j'aime ça, commencer avec cette question-là, c'est que ça montre qu'un réseau, ça se fait pas naturellement, mais ça a beaucoup de valeur, un réseau, puis ça crée des opportunités puis des liens comme ça, puis souvent, tu fais de un à l'autre, à l'autre, à l'autre, puis au final, moi, je me rappelle, j'avais fait un post sur LinkedIn pour parler à quelqu'un de chez Dialogue. Dude, je pense qu'en 10 minutes, on se parlait en DM. J'étais là, Jesus, quand même, là, tu sais, c'est très cool. Les réseaux sociaux, des fois aussi, puis LinkedIn. Ouais, c'est ça. C'est pas juste un endless pit of despair. Puis c'est aussi une occasion de remercier les gens qui te mettent en contact puis de leur donner un petit peu de visibilité. Fait que voici ma parenthèse méta sur tout ça. Mais Hubert, avant qu'on rentre plus loin, je demande tout le temps aux guests de faire un mini recap un peu de professionnellement, de façon quand même accélérée, ça ressemblait à quoi ton parcours? Donc, background d'ingénieur électrique à l'université de Sherbrooke, qui est en passant un magnifique bac que je vais faire la promotion, que je me rappelle encore après, je sais plus combien d'années, on doit être rendu pas loin de 15-20 ans que j'ai gradué, mais tout ça pour dire que donc c'est là que j'ai rencontré Julien en passant. Puis, sorti de l'école, moi, mon premier truc, c'était déjà, j'avais réalisé à l'université qu'il y avait tellement du monde techniquement qui était meilleur que moi en génie,
j'ai pris une composante plus peut-être consultant, intégrateur. Fait que j'ai joint OK. Ericsson, un gros truc, vous connaissez probablement de télécom, une grosse compagnie suédoise. Puis ça a été vraiment, vraiment le fun. 3 ans que je me suis promené à travers le monde, aller intégrer des nouveaux systèmes de réseaux cellulaires pour des petits opérateurs. Ça m'a amené en Ukraine, en Arménie, je suis allé en Alaska, plein de belles places. C'était vraiment le fun. Puis là, ça a été mon premier contact que je réalisais que j'aimais un peu la partie, t'écoutes le client, t'essaies de comprendre son besoin, puis là, t'adaptes ta solution pour le client. Puis là, après 3 ans que t'es souvent pas à la maison, je jouais beaucoup au soccer, puis ça me manquait de pas être présent avec mon équipe, ma copine, bien sûr. Puis là, j'ai dit, j'aimerais ça retourner quelque chose de plus steady. J'ai joint Vidéotron. Encore une fois, Julien, qui est clairement un pivot dans ma vie, m'a un peu encouragé à joindre Vidéotron. Il était déjà là, puis on a travaillé ensemble sur lancer la nouvelle plateforme d'Helicoder. Donc, on était un peu intégrateur de toutes les technologies-là. Puis ça a duré 1 an et demi. Je pense que c'est là que moi puis Julien, on a commencé à bidouiller des petites choses ensemble. On voulait régler les problèmes de grandes entreprises, c'est-à-dire les innombrables meetings où t'as pas de outcome clair, l'intention est pas claire, t'as pas de minutes après, tout ça. Fait qu'on a commencé à bidouiller un petit web app ensemble pour prendre les notes de meeting, puis on l'a utilisé, puis on avait plein d'idées comme ça, puis à un moment donné, on s'est dit, je pense qu'on a vraiment le goût de partir de notre propre chose, puis on voulait aller plus vite. Des fois, comme en grande entreprise, tu as l'impression que tu voudrais donc bien que ça aille 3-4 fois plus vite, que les décisions se prennent plus vite. Puis là, on s'est dit, on est prêt, donc on a tout quitté. Ça a été pas mal un moment pivot. Moi, je pense à ce moment-là, ma blonde était enceinte de notre premier garçon. Puis on a dit non, on quitte notre travail puis on lance notre startup. Fait qu'on a quitté pour créer Enlightly. Puis notre mission, c'était de rendre le onboarding des SaaS plus ludique, plus intéressant, plus rapide. Puis ça a été le fun. On a trouvé des belles tangentes, mais éventuellement, ce qui est arrivé, c'est que nos clients étaient très excités de notre expertise plutôt technique. Fait que c'est devenu plus une compagnie de service. On avait de la misère à transformer ça en un produit. Puis même ultimement, nous, notre mission initialement, c'était vraiment, on voulait un peu organiser les connaissances dans une entreprise, puis genre créer une compagnie qui gère toute la documentation, toutes les connaissances, puisse facilement répondre à des questions. Fait que ça prenait une tangente qu'on n'était pas convaincus tous les deux. Donc, on a dit, allons à la place joindre une start-up. Puis là, dans le fond, les deux, on est chacun joint une compagnie différente. Puis moi, j'ai joint Passwordbox, qui était dans le temps une compagnie qui venait juste de lever leur Series A. Puis j'ai joint comme un développeur logiciel, mais encore une fois, j'aimais ça. Mais très rapidement, j'ai été chanceux d'avoir cette job-là. Je remercie toute l'équipe là-bas où j'ai tellement fait des belles rencontres, du monde tellement intelligent, brillant, passionné, mais ils m'ont pris pas parce que j'étais un bon développeur, au contraire, mais parce que j'étais passionné. Là, ils me parlent toujours que j'avais mon one-pager de mon entrevue, puis j'avais préparé toutes les questions sur eux autres, leur business, puis de vraiment me démontrer que j'étais intéressé de régler le problème des passwords en ligne. Puis là, ça a été finalement, de fil en aiguille, c'est là que je suis devenu un product owner, product manager, parce que j'ai réalisé que ma valeur n'était pas de développer du code. Je voyais les gens qui faisaient ce que je faisais en 5 jours, ils le faisaient en une journée. Fait que j'ai dit, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que je pense que c'est important d'être honnête envers soi-même. C'est un parcours de vie de comprendre ses forces et ses faiblesses. Puis, c'est ça. Fait que je suis devenu product manager, product owner. Puis, c'est un voyage qui a été excitant. On a été acquis par Intel, la grosse compagnie Intel. Puis là, on a passé à travers cette acquisition-là. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ensuite, McAfee, qui était une sous-division d'Intel, a été spinné off. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que là, ils ont revisité tout leur portfolio, puis finalement, ils ont fermé le bureau à Montréal. Mais moi, je crois beaucoup que dans la vie, il y a je crois à une certaine résilience, puis qu'il y a toujours des opportunités dans chaque peut-être défi ou échec. Puis là, c'était le moment où Dialogue cherchait un nouveau product manager. Il était pre-Series, c'était très jeune comme compagnie. Puis, même pas un an, je pense, à ce moment-là. Puis là, ça a été au bon moment, au bon endroit. Puis j'ai réussi à joindre cette entreprise-là. Là, ça fait 6 ans que je suis là maintenant. Puis
à travers tout un journey accéléré d'une pre-series A à un IPO, à une acquisition. Donc, voilà un peu en accéléré. Avant qu'on double-clique sur Dialogue, qu'est-ce qui a fait que tu avais confiance assez en Julien pour te lancer en affaires avec lui? Très bonne question. Fait que je pense que tu crées en fait t'as une estime envers l'autre personne, puis je crois encore que ça revient à comprendre ses forces et ses faiblesses, puis de s'entourer de gens qui comblent plus tes faiblesses. Fait que je trouve qu'on était très complémentaires, Julien puis moi. A toujours eu, Julien, cette drive de vendeur, d'aller de l'avant, d'un fonceur. Des fois, j'aurais tendance que je suis peut-être plus de la partie analytique, un peu plus, j'ai moins le désir d'être en avant de tout le monde, puis plus le désir de comme bâtir quelque chose avec l'équipe en arrière. Fait qu'on était très complémentaires. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime dans sa drive, puis je pense que c'est quelqu'un avec qui il n'y a jamais de problème que tu peux pas régler. Puis je trouve ça très inspirant d'être avec quelqu'un que tu te dis, on peut tout faire ensemble, il faut juste être créatif. Aussi, c'est une machine à aider. C'est aussi, je pense, moi, je suis plus comme du 1 à 2, puis lui, c'est un 0 à 1. Il est tellement bon à trouver plein d'idées. Fait que je pense que c'est un peu d'avoir confiance à t'assurer que vous êtes complémentaires dans ce qu'une business a besoin, puis voilà. Si les gens veulent en entendre plus sur Julien et puis sa startup Hoodie, on va mettre l'épisode où est-ce que Julien était dans les show notes. Est-ce que avoir été programmeur, ça t'a donné un avantage significatif pour ta carrière de product manager, product owner, je sais pas les rôles que tu as eu exactement? Ouais, donc product owner, puis après, rapidement product manager, puis moi, j'essaie d'éliminer le rôle de product owner, mais là, ça, c'est un autre débat. Là. Oh shit, intéressant. Je pense, moi, que tu veux avoir une personne qui est directement avec le client, c'est tellement important de comprendre ton user, puis le PM est un peu à tous les chapeaux, mais donc, ta question, c'est si ça m'a aidé. Écoute, je fais du mentorat avec plein de jeunes qui veulent devenir product manager, puis la première affaire, c'est que tu n'apprends pas ça à l'université, malheureusement. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas un bac en product management, donc ultimement, tu l'apprends un peu sur le tas. Puis ce que je trouve tellement le fun de cette job-là, c'est que tu es un peu un généraliste où tu dois être relativement bon dans plein de choses. Moi, je me dis toujours les 3 piliers, c'est comprendre ton user, comprendre les besoins de la business, comment on va réussir à avoir une business qui est viable. Puis le troisième, c'est d'être capable de parler le langage technique aussi, puis de comprendre est-ce qu'on peut le bâtir. Donc, pour moi, il n'y a pas un background qui est meilleur que les autres. C'est que moi, ce que ça m'a aidé, c'est d'être capable de parler plus facilement avec les développeurs puis de comprendre, d'avoir une empathie sur leur réalité. Mais c'était au détriment peut-être, il y a des excellents PM qui ont un background marketing parce qu'eux autres sont capables d'avoir cette grande empathie envers le user, de positionner leurs produits, tout ça. Fait que, puis, tu sais, il y en a qui sont designers parce qu'ils ont travaillé tellement avec les users puis là, finalement, ils sont intéressés. Donc, il n'y a pas de... Ça, j'y crois fermement que c'est pas une question tant que ça de skill set, mais d'attitude. Je trouve qu'un des trucs que tu as le plus besoin en produit, c'est être curieux, c'est d'être honnête que tu ne connais pas la bonne réponse, puis d'avoir juste ce désir, je dirais, obsessif de comprendre le pourquoi du pourquoi que le user te dit « je veux telle solution », mais qu'à la fin, quand tu poses des questions, tu réalises que c'est un autre problème qui est en train de te parler. Puis ça, je trouve ça fascinant. Puis ça, je crois qu'on est... Si tu as ces skill sets-là, ces soft skills-là, tu es capable d'être un bon product manager. Donc, voilà ma réponse. Je pense que la curiosité sans ego, c'est très clé pour les bonnes personnes produits. Absolument, sans ego. Très important. C'est difficile. Des fois, on a des visions ou on a des biais de dans une autre startup, j'ai fait ça et ça a fonctionné, mais la vérité, c'est que c'est tellement spécifique le fit produit puis market entre chaque compagnie qu'il faut laisser ça de côté. Absolument. Aujourd'hui, si tu avais à nous faire un recap de ce que Dialogue est dans le moment présent, pour le monde qui ne connaisse pas, il y en a sûrement une couple qui connaissent. Là. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans le SaaS en Benefits. Ouais. J'ai un ami chez Shopify qui l'utilise régulièrement, par exemple. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 6 millions de membres. Donc, c'est 15% de la population canadienne qui utilise Dialogue pour un enjeu de santé. Donc, on est dans la télémédecine, donc d'être capable de parler avec un médecin directement de ton téléphone.
mais on offre aussi des services de santé mentale, donc pour avoir accès à un thérapeute, on a des psychologues qui sont sur la plateforme qui peuvent aider. Puis finalement, c'est une plateforme de PAE qui est toujours fascinant comment le PAE est un des services que le plus de gens au Canada ont accès, mais qui est le moins utilisé. C'est souvent en bas d'1% d'utilisation. Donc, c'est le programme d'assistance employée. Donc, c'est avoir un numéro de téléphone. Si t'arrive, tu viens de vivre un divorce, tu veux de l'aide avec un psychologue, tu peux appeler là directement. Conseil financier. La plupart des grandes entreprises offrent ça à leurs employés, mais très peu sont au courant. Pourquoi? Parce que c'est un numéro de téléphone perdu à quelque part. Puis quand il t'arrive cet enjeu-là, ben, tu sais plus où le numéro, t'as pas tendance à appeler. Notre force, nous, c'est qu'on a digitalisé l'expérience, c'est qu'on a amené tous ces services-là, c'est quétaine à dire, mais au 21e siècle, puis juste de dire, tout le monde a une application mobile, puis en fait, je dis ça, puis c'est pas vrai, parce qu'il y a encore certaines parties démographiques qui en ont pas, mais la plupart de notre démographie, nous, c'est principalement 20-45 ans, ont un téléphone, peut rapidement accéder à un service. Donc, on a 50 000 clients aujourd'hui. On a récemment annoncé un partenariat avec Sun Life US, même avant l'acquisition. Ce qui va nous amener à ouvrir le marché américain, puis ils sont vraiment intéressés à notre technologie, puis toute la partie préventive. Donc là, on a fait un gros bet l'année passée. On a acheté une compagnie qui s'appelle TickTrack, qui était basée au UK. Puis là, c'est vraiment de prendre Dialogue, qui a toujours été très bon dans la partie traitement. Je vais pas bien, j'ai un problème de sinus, je vais consulter. Je me sens pas bien, je fais beaucoup d'angoisse. Parfait, Dialogue, on est là. Mais comment on peut aider les entreprises à amener des comportements de prévention pour pas se rendre là? Parce qu'ultimement, les clients, ce qu'ils essayent d'optimiser, c'est le bien-être de leurs employés. Ils veulent réduire l'absentéisme, le temps que tu perds à aller dans une clinique parce que finalement, tu as besoin juste d'un petit renouvellement de prescription. Le temps perdu, c'est extraordinaire, ça n'a aucun bon sens. Donc, c'est ça. Fait que là, on voulait aller plus dans le mode prévention, puis de s'assurer que les gens bougent plus. Moi, ce que j'ai appris à travers, ce qui est vraiment le fun dans ce domaine-là, c'est que on en apprend tous les jours, mais l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, dit qu'on devrait tous faire 150 minutes d'activité par semaine. Puis c'est seulement 40% de la population canadienne qui atteint cet objectif-là. Fait que tu as un 60% qu'on peut vraiment avoir un impact. Ça a un effet direct sur les maladies chroniques. Tu peux réduire de 30% les effets sur la dépression. Donc, on essaye d'encourager les gens à bouger plus. Puis c'est ça que Sun Life US sont vraiment intéressés, puis comment on peut faire de l'engagement, puis comment nos clients au Canada aussi ont vraiment un désir d'avoir cet impact-là pour les employés. Moi, je peux te témoigner de façon anecdotique, mais quand j'ai commencé à aller au gym, puis à lever des charges lourdes pour de vrai, au niveau de la santé mentale puis de la confiance en moi, ça a été un changement assez radical, puis c'est un pas que, looking back, j'aurais aimé faire plus tôt, mais fait que c'est ça, j'approuve. Mais c'est pas facile. Tout le monde sait qu'on devrait manger moins, bouger plus. C'est bien beau de le dire, mais la réalité, c'est qu'on a des habitudes à changer, puis c'est ça qui est vraiment tough. Puis ce qui est unique avec Dialogue, c'est que là, nos médecins peuvent prescrire de la prévention. Puis aujourd'hui, quand tu vas dans ta clinique, ton médecin va dire hey, tu devrais changer ton mode de nutrition, bouger plus, mais là, tu sors de la clinique, puis c'est fini, puis tu ne leur parles pas à ton médecin. Là, nous, on a vraiment une prescription qui dit bouge plus, puis là, tu peux choisir des habitudes dans ta plateforme qui va te reminder à tous les jours. On est intégré avec les trackers, fait que tu vas savoir le nombre de steps, puis ton médecin a accès à cette information-là. C'est assez un moment excitant. Ça s'est jamais vu encore au Québec, au Canada, d'avoir cette pleine vue-là du journey patient, puis de pouvoir avoir un impact, même quand tu n'es plus avec le docteur. Écoute, si j'avais pas mes propres problèmes d'ego ou mes propres problèmes avec l'autorité, c'est le genre de compagnie pour laquelle ça me ferait plaisir probablement d'être employé. Je trouve que la mission est tellement cool, puis pour avoir vécu certains challenges de santé mentale et physique dans ma vie, je suis fier d'être Québécois, je suis fier d'être Canadien, mais force est de constater qu'il y a des inefficiences dans notre système de santé. Puis si Dialogue peut, que ce soit avec de la prévention ou autre, libérer de la bande passante ou inspirer d'autres compagnies, même des institutions gouvernementales à step up,
à innover puis à s'améliorer, ben man, je suis all for it. J'ai envie de tester si justement tu es capable de mettre ton ego de côté. Puis on va commencer avec une question assez franche, mais tu as eu une belle carrière, puis on va la disséquer un petit peu plus là, au fur et à mesure qu'on se parle, mais j'aime ça, les gens qui sont capables d'admettre certaines erreurs. Puis souvent, on apprend de ça, tu sais, ou on se console, tu sais, on se dit, asti, moi tout, j'ai fait ce faux pas-là. Y a-tu une erreur, une ou deux, peu importe, erreur que tu as faite dans ta carrière qui valent la peine d'être highlightée? Plusieurs. Fait que là, ma réflexion, c'est que ça commence du point que je crois sincèrement qu'on est mieux de faire des erreurs, puis de les reconnaître, puis d'apprendre de ça. Je peux t'en nommer tellement dans ma carrière, des mauvaises décisions produits que j'aurais pas dû faire. J'avais des meilleurs signaux. Fait que je peux peut-être le séparer en deux. Moi, je pense qu'il y a une grosse erreur que j'ai faite au niveau de la direction produit, que j'avais tous les signaux dans ma face, puis que j'ai juste pas réagi assez vite. Puis peut-être plus récemment au niveau personnel, une grande erreur que j'ai faite, c'est comme 6 ans chez Dialogue, ça a été tout un journey assez intense. La COVID, écoute, nous, ça a été quand même un moment, on était au bon endroit au bon moment. On offrait un service de télémédecine où tout le monde avait besoin de support, puis toutes les entreprises trouvaient des façons de dire comment je vais connecter avec mes employés. Donc, nous, on a une croissance phénoménale. Genre, mars 2020, on est passé de 200 000 membres à 2 millions en un mois. Donc, on avait un mois pour scaler toute la plateforme. Ça a été tellement intense. Je veux dire, puis là, moi, j'avais 2 enfants à la maison. Écoute, mon calendrier était fait sur 10 minutes dans ma journée. Il fallait que je stimule mes enfants, il fallait que je les divertisse, puis ils étaient en bas âge. Comme dans ce temps-là, c'était quoi? Il y avait 3 ans puis 5 ans. Donc, qui ont quand même besoin un peu de support. Fait que ça a été vraiment une période très excitante parce qu'on a eu tellement d'impact. Mais que moi, ça m'a drainé. Ça m'a drainé. J'ai été très fatigué de ça. Puis là, après, on a eu l'IPO. Un an plus tard, puis parce c'est ça, il y avait la bonne fenêtre pour le faire. Puis moi, une erreur du feedback que j'ai reçu depuis 2 ans, puis que je pense que je l'ai assimilé, ça m'a pris beaucoup de temps à l'assimiler, c'est j'ai tendance des fois à trop focusser sur, il y a eu des grosses erreurs justement, puis de trouver la personne responsable, qu'on l'acknowledge, pas de pointer le doigt, mais vraiment de dire, il est arrivé ça, soyons tous conscients, mettons-le public à tout le monde. J'ai toujours cru qu'on devrait avoir un genre de wall of learnings, puis même celebrating failures, moi je crois vraiment à ça. Mais j'ai mis trop d'accent sur essayer d'identifier les problèmes du passé au lieu de juste dire c'est arrivé, on bouge en avant, puis là on travaille sur le futur, puis d'être dans un mode plus constructif. Puis ça m'a nuit professionnellement parce que au lieu justement de travailler sur les solutions du futur, j'essayais de revenir sur les problèmes du passé. Donc, pour moi, ça, c'est une leçon que je trouve très importante, que à la fin de la journée, comme on peut tous faire plein d'erreurs, puis c'est correct, il faut les célébrer. Mais comme, écoute, si certaines personnes ne jugent pas que c'est important, puis l'entreprise, c'est correct aussi, puis on avance de l'avant, puis on essaye d'avancer de ça. Fait que pour moi, ça a été quelque chose de... Oui, tu peux essayer d'influencer à un certain point, comme just, like, disagree and commit, puis on move on. Fait que moi, ça, je trouve que j'ai eu de la misère à faire ce cheminement. C'est probablement parce que tu cares aussi, tu sais. Oui, que tu veux que ça n'arrive pas ou que ça fonctionne, mais ce que j'entends de ce que tu dis, c'est un peu aussi que, tu sais, le post-mortem, c'est un endroit où on doit être de façon très temporaire, tu sais, parce que toutes les incentives en SaaS puis en compagnie technologique, c'est de croître puis d'être vers le futur et non vers le passé. Fait qu'il y a comme peut-être un petit clash là-dedans. C'est super partage, man, j'aime ça. Puis je flippe un petit peu le script, mais y a-tu des bons coups, mettons, que tu as fait dans ta carrière que tu voudrais partager? Ben, le meilleur, tant qu'à moi, ça a été de prendre ce risque en fin vingtaine, de quitter ta grande entreprise, puis ta sécurité, puis de dire non, genre, t'es passionné, tu lis tous les trucs sur les startups, tu t'en vas dans toutes les meet-ups, genre, je veux dire, t'as envie de faire partie de ça. Puis de décider de quitter ma job, de plus avoir de revenus, puis de dire on fonce, puis d'avoir une blonde qui m'a beaucoup supporté là-dedans aussi dans ce processus-là. Mais
avec Julien, où j'ai beaucoup appris justement à dire que tous les problèmes pouvaient être réglés. Puis c'est ce qui a fait que j'ai été capable de rentrer dans le monde des startups après, parce que justement, les gens chez Passwordbox m'avaient dit jamais on t'aurait pris si tu venais directement de la grande entreprise, c'était trop un grand risque, t'avais pas le profil, mais le fait que tu as pris ce risque-là, tu sais, je trouve que finalement, tu peux dire que tu as de la chance, puis je crois sincèrement que tu as de la chance, mais tu as créé ta chance aussi. Puis à un moment donné, il faut prendre des risques. Puis tu sais, comme il est arrivé Passwordbox, puis là, comme tu as parlé au début, on a un réseau. Puis là, les gens, quand on donne aux autres, ben ça crée quelque chose, un beau rayonnement. Ben là, des fois, quand tu as besoin d'aide, mais les gens sont là aussi pour toi. Puis ça a fait que à la fin de Passwordbox, écoute, j'étais très chanceux. Daniel Robichaud, notre CEO de Passwordbox, est un être tellement inspirant, un ancien animateur de radio, mais qui était capable de nous amener n'importe où grâce à sa capacité à nous raconter une histoire puis à venir nous chercher avec ses émotions. Donc lui nous a réussi, c'est tellement magnifique ce qu'il a fait, mais quand le bureau s'est fermé, lui ce qui s'est assuré, c'est que tout le monde soit placé. Puis je pense, je sais c'est quoi la stats, mais je pense qu'on a eu 100 entreprises qui sont venues chez Passwordbox pitcher pour aller acquérir les 60 personnes qui travaillaient là dans le temps. C'est quel privilège de vie. Puis c'est comme ça moi que j'ai réussi à aller chez Dialogue après, puis quelle belle expérience aujourd'hui. Puis c'est les gens que tu rencontres, écoute, c'est tellement magnifique. Écoute, chapeau à une initiative de leadership comme ça. Là. C'est pas toutes les fins de vie d'entreprise qui ont ce sweetener-là. Quelque chose qui adoucit un petit peu. Oui. Dialogue, maintenant, c'est une grosse compagnie publique, en fait, qui a été achetée par Sun Life récemment. Est-ce que l'acquisition est complétée ou c'est comme un... Donc, les étapes, c'est dans 4 jours, 19 septembre, ça va passer au vote avec les actionnaires. Après, ça s'en va à la cour. Donc, ce qui est communiqué publiquement, c'est en Q4. Ça devrait être super. Mais quand toi, tu es rentré à la fin de Passwordbox, justement, c'était une compagnie qui était beaucoup plus petite. Puis j'ai envie d'avoir un snapshot de ça ressemblait à quoi, cette compagnie-là, l'environnement, l'énergie, au moment où toi, tu rentres. Donc, dans le Vieux-Port, un bureau au 3e étage avec un background de briques. Ma première journée, ce que je me suis rappelé, que plus j'y pense, plus c'est malaisant, mais c'était le 1er novembre, donc c'était le lendemain de l'Halloween, puis moi j'avais compris que on arrivait tous déguisés, mais finalement, à ce moment-là, je pense qu'on était autour de 20-25 employés. Puis j'étais arrivé le seul déguisé dans ma première journée, puis comme tu parlais d'ego puis d'humilité, mais je suis arrivé en Steve Jobs en plus. Fait que le nouveau PM qui arrive pour Steve Jobs, je trouve ça tellement un manque de jugement avec le recul. Puis fait que c'était bien gênant cette première journée-là, mais les gens étaient tellement magnifiques, puis ils ont juste ri de moi, puis ça a toujours été cette culture-là extraordinaire. Mais donc, tu sais, il n'y avait pas vraiment de structure au niveau de l'équipe produit. Je devrais pas dire ça. Je venais quand même de Passwordbox où on était rendu avec 3-4 équipes Scrum. Puis là, j'arrive là qu'on retombe avec une grosse équipe Scrum d'environ 8-10 développeurs à ce moment-là. Puis le planning, c'était dans la table, sa cafétéria. Puis écoute, c'était voici les 5 choses qu'on va faire en bullet point dans les 2 prochaines semaines, puis that's it. Donc, ça a été le fun de voir qu'on repartait à zéro, puis de dire, on va amener un peu plus de structure dans le product development. Écoute, c'était des gens passionnés. Puis une des questions, peut-être je devance une de tes questions, mais un truc qui était présent à ce moment-là, mais qui est toujours présent, c'est la culture de l'entreprise. Puis je ne croyais pas à quel point c'était important de définir ça très clairement, tes valeurs aujourd'hui. Puis ça, kudos à nos 3 fondateurs de Dialogue, Chérif, Anna puis Alexis, mais ils ont toujours eu cette valeur de deeply care. Premièrement, on est une compagnie qui aide les gens. Notre mission, c'est d'améliorer le bien-être des employés. Donc, déjà là, de dire, notre mission première, c'est d'aider les gens. Mais aussi, il y a une valeur qui aujourd'hui s'appelle Humbly Confident, mais ils ont réussi à attirer du monde brillant qui viennent pour cette mission-là, mais qui ont ce caring-là, puis qui fait qu'ultimement, ils sont là pour le bien-être des gens, puis ça enlève tout
l'ego, la politique, le fait de dire je veux avoir raison. Non, c'est comme le but, c'est je fais mon point, on essaie de trouver ce qui est le mieux pour l'entreprise. Fait que des gens tellement brillants, mais comme humbles. Fait que t'as pas le smart jerk, tu sais, qui est désagréable, puis que il sait qu'il a raison, mais il le fait d'une façon qui est tellement pas le fun. Donc, je te dirais, dès le jour 1 jusqu'à aujourd'hui, à cause de cette culture d'entreprise, à cause de cette rigueur au niveau de l'embauche aussi, on a utilisé le livre Who, là, qui grosso modo divise ton processus d'interview en un premier screening, après tu as un manager's call, après tu as un case study, mais après tu as le top grading. Puis le top grading, c'est là où c'est pas nécessairement les gens directement qui vont être le gestionnaire, mais que tu t'assures qu'il y a un fit culturel. Puis ça, combien de gens qu'on a donc bien aimé, qui avaient les skills, il y avait tout, mais parce qu'il n'y avait pas le fit culturel, bien finalement, on les a pas pris. Donc, je parle de ça parce que pour moi, c'est quand je parle encore de dialogue, qu'on essaie d'attirer du talent. Je suis encore convaincu, puis là, en passant même, on fait des exercices de cité interview chez Dialogue où on essaie de demander aux gens, tu sais, tu as des exit interviews quand tu quittes, mais tu as des cité interviews pourquoi tu restes. C'est aussi important à comprendre. Puis là, on vient de sortir cet exercice-là, puis ce qui sort toujours, c'est comment j'aime travailler avec les gens autour de moi, puis comment on travaille sur une mission qui est impactful. Tu sais, à toutes les 2 semaines, on a les témoignages des patients qui sont partagés dans notre All Hands de compagnie. Puis tu vois, si on le faisait déjà au jour 1, on le fait encore. C'est tellement important de revenir sur pourquoi on fait les choses, puis comment t'entends que l'histoire d'une madame qui s'était faite mordre par son chien, est allée voir son médecin de famille qui avait dit tout est correct. Le lendemain, elle se sentait pas bien, ça a commencé à être infecté. Elle a consulté avec Dialogue, elle serait jamais allée. Puis là, les docteurs ont dit non, mais là, tu as probablement des symptômes de la rache, je me rappelle bien. Puis là, elle est arrivée à l'hôpital, puis on dit comme elle était à quelques heures là, d'une amputation de la main parce que ça l'avait trop... ça s'était trop enflé. Fait que c'est plein d'anecdotes comme ça, puis d'histoires que tu vois comment tu as un impact. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est plus dans le journey total pour revenir à comment c'était. Cette équipe, genre 10, c'est ça, je pense 8-10 ingénieurs, un designer, je suis le product manager, je me rapporte directement à Shérif qui avait été une décision de dire assurons-nous que produit, ça c'est un autre grand débat, puis il y a plein de pour et contre, là, mais est-ce que tu mets produit sous le CEO, sous technique, sous Chief Technical Officer, sous les ventes des fois même. Donc, nous, on avait pris cette décision-là de s'assurer que technique et produit restaient séparés. Puis, je pense encore que c'est une bonne décision parce que ça crée les bonnes conversations. Puis, intéressant. Puis c'est ça, fait que c'est un peu ça que ça ressemblait. On avait 2-3 infirmières sur le payroll dans ce temps-là. On avait un médecin. Et puis, au début, comment c'est parti? C'est on utilisait Slack pour connecter les infirmières avec les patients. J'ai envie de jouer un petit peu l'avocat du diable pour savoir ce que tu en penses, Hubert. Tu sais, l'acte ou la valeur d'être empathique, d'être humble, de vraiment care à propos de tes collègues, peu importe. Est-ce que tu penses que dans certains cas, ça peut ralentir la communication, la transmission d'informations, la prise de décision, puis nuire à cette vitesse-là qui est quand même cruciale dans plusieurs compagnies de tech? Donc, l'hypothèse serait que vu qu'on est humble et que on veut faire attention aux autres un peu, genre, c'est de pas prendre trop sa place, est-ce que ça exact. ralentit? Je vais te donner un exemple. Moi, je suis une personne sensible. Quand je donne du feedback, je beurre de positif et de constructif très, très épais, puis je m'assure que ça ne peut pas être mal perçu. Puis un commentaire critique que je devrais faire qui pourrait prendre 2 minutes va en prendre 25. Tu comprends? Oui. Puis j'ai eu des employés qui m'ont dit dans ma carrière, « Man, t'as pas besoin de faire ça avec moi. » Puis j'ai eu d'autres employés que je devais gérer comme ça et plus, tu sais. Fait que j'ai vu la symétrie d'efficacité ou à une toute petite échelle. Là. C'est des anecdotes de Frank, là, on s'entend. Là. Oui. Mais c'est un petit peu ça que j'essayais de sonder. C'est une très bonne question. Je trouve que plus on... Je te dirais que dans les débuts, c'est que tu attires un mindset de gens qui ont ce growth mindset-là, qui sont ambitieux, qui veulent avoir un impact.
Donc, je te dirais que de mon expérience, il n'y avait pas beaucoup de niaisage sur donner du feedback. Là. Comme, tu sais, ça marche Ok, pas. c'est bon. Ouais. Voici, puis je trouve que c'est toujours dans la manière de le faire, mais aussi dans le pourquoi, tu sais. Puis, ultimement, c'est pas une critique envers toi, c'est pas toi l'individu, il est arrivé ça marche pas. Puis, il y avait pas, justement, je trouve, encore une fois, les 3 fondateurs sont tellement bons à voir, puis ils ont tellement un impact qui s'imprègne sur le reste des employés, mais d'avoir été toujours très bon à dire ce qu'ils pensaient réellement, très rapidement, mais si tu en ressors, tu fais, ben oui, il a raison, puis on move on, puis on avance, parce que ils te ramènent sur le pourquoi, sur la mission, on essaie d'aider les patients, on peut pas faire ça, c'est trop long, fait qu'il y a puis je te dirais que notre vélocité, ça a toujours été même un de nos différenciateurs, là, d'exécuter excessivement vite. Écoute, notre IPO, c'est le plus vite IPO de l'histoire d'une compagnie canadienne entre le début de la naissance de l'entreprise à la sortie publique. On a tellement de différents records de même, de vitesse d'exécution. On a acheté une compagnie l'année passée, TechTruck, ça a pris 3 mois pour intégrer leur technologie dans notre plateforme. Puis on était déjà relativement mature parce que l'équipe, on a fait plein de raccourcis pour y arriver, mais parce qu'on croit sincèrement faut le plus rapidement possible livrer de la valeur à tes users, puis il faut que tu ailles vite. C'est important. C'est intéressant, puis ce qui me saute aux yeux quand tu dis ça, c'est un petit peu, tu peux care, tu peux être empathique, mais dire les vraies choses puis les dire rapidement, c'est pas nécessairement mutuellement exclusif. Exactement. Qu'est-ce qui a le plus changé chez Dialogue aujourd'hui, là? Parce que du départ, du portrait que tu nous peintures un petit peu à là, c'est le jour et la nuit. C'est combien d'employés déjà? Là, on est rendu avec les contractuels, donc parce qu'on n'a pas tous les médecins et les infirmières qui sont sur le payroll en consultant, mais avec tout le monde, on est autour de 1000-1100. C'est ça. Puis full-time, je pense qu'on est... Le chiffre change régulièrement, mais je pense qu'on est autour de 300-400. Puis, là, qu'est-ce qui a changé? Effectivement, tu viens de nommer... on est beaucoup plus... Fait que je te dirais, moi, dans mon rôle, qui est beaucoup de... Tu sais, Director of Product Management, c'est quoi mon rôle? C'est de bâtir un roadmap qui va avoir le plus d'impact possible sur le business value, sur le user value, puis de comprendre vite comme qu'est-ce qu'on est capable de faire, dans quel temps, puis de mobiliser le plus possible les équipes sur le contexte d'entreprise, puis de bâtissent le meilleur plan possible. Mais ça, plus à l'avance, je te dirais au début, tu sais, j'avais les gens de vente, ben j'allais parler à mon VP vente, puis on allait faire ça, puis tu avais juste à parler à 2 personnes, puis les décisions étaient rapidement prises et comprises. Là, le défi, c'est comment tu réussis à prendre des décisions vite, mais à laisser le contexte à tout le monde pour qu'ils puissent comprendre d'où vient cette décision-là, puis qu'ils puissent opérer vite. Je te dirais qu'on essaie bien des choses là-dessus, puis ça reste quand même un défi de comment... C'est ça, tu sais, soit que tu t'assures de consulter tout le monde dans une décision, mais là, ça prend une éternité à t'assurer que tout le monde partage ton point de vue, que tu vas reconsidérer toutes les différentes options, puis que là, tu veux un sign-off de tout le monde, ça peut être très, très long. Mais l'autre alternative, si tu as juste 3 personnes qui prennent une décision, il faut qu'ils soient capables de qu'est-ce qui est dans la décision à toutes les différentes fonctions pour que tu fasses « OK, c'est pour ça qu'on fait ça », puis que là, toi, tu es un défenseur de cette décision-là, tu sais, puis tu dises « Voici pourquoi ». Fait qu'on a, je te dirais, beaucoup de feedback, tu vois, dans nos interviews, ça reste un des commentaires qu'on reçoit, c'est comment réussir à mobiliser les gens, mais pas en ayant 1 milliard de meetings, parce que ça non plus, ça fonctionne pas. Fait que, c'est de naviguer avec le plus de transparence possible, mais en même temps, le plus de vitesse possible. Ouais, puis j'imagine qu'il doit y avoir certaines, justement, couches de communication, d'approbation. C'est juste, de par le volume de la compagnie, ça crée des échelons. Puis moi, j'ai vécu ça à une toute petite échelle. Je suis passé d'une compagnie où on était 8, puis on se parlait à chaque jour en se regardant dans le blanc des yeux, à une compagnie où on était 200-ish, puis il y avait plusieurs pays, puis il y avait justement une certaine hiérarchie. Puis moi, j'avais trouvé ça super difficile de m'adapter à générer ou aller chercher du buy-in, puis de l'approbation de différentes parties prenantes. C'était comme moi, là, la partie prenante avant. Ou les autres, genre, je mangeais avec le midi, tu comprends? Oui. Fait que c'est sûr que c'est un défi. T'as fait un petit preview
ton day-to-day, tu sais, ta job de Senior Product Director, aujourd'hui, chez Dialogue, je serais curieux de savoir, il y a plein de gens de produits qui écoutent le pod, tu sais. Fait que ça peut ressembler à quoi, mettons, justement, un rôle comme ça, un peu plus pratico-pratique? Oui, donc, comment la fonction a évolué, c'est que nous, on a aujourd'hui notre CEO shérif. Mon boss à moi, c'est Cameron Moore, qui est le VP produit. Puis sous lui, ben, il y a moi qui est directeur produit, on a un directeur design, on a un directeur de contenu, parce qu'on génère beaucoup de contenu de bien-être Oui, c'est vrai. et médicaux. Puis aussi, on a comme la partie Program Director, qui est la personne qui est imputable responsable du succès d'une business comme le PAE puis le programme de santé mentale. Donc, ça, c'est son équipe. Moi, sous mon équipe, ben, j'ai tous les product managers. Fait que donc, ce qui a évolué dans le temps, c'est qu'au début, j'avais les designers et les PM, mais à un moment donné, ça devient juste trop gros. On a scalé l'organisation. On est allé chercher un VP produit qui était l'ancien Head of Product de Page Jaune, qui a tout un background, qui est allé chez FreshBooks aussi, qui a été une super belle, beau SaaS d'ailleurs, si jamais vous avez la chance de leur parler. Mais tout ça pour dire que moi, dans le fond, mon rôle, c'est, je te dirais, il y a 2 volets. C'est mon premier rôle, mon 50% de mon temps, c'est de faire grandir mes PM pour qu'ils aient du fun dans leur travail puis qu'ils aient de l'impact aussi chez Dialogue. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est des one-on-one à chaque semaine avec mon équipe, c'est d'essayer de les aider. Une fois par mois, je passe 1 heure sur le development plan. On utilise un framework pour essayer de les aider à dire, bon, c'est tel skill set que tu devrais travailler, voici ce que tu peux faire. Puis de leur permettre d'aller faire des projets qui vont les faire grandir. Fait que c'est vraiment mon premier rôle numéro 1, c'est faire, je te dirais, un rôle de coach, d'aider mon équipe dans tout leur stream de produits. Puis l'autre, c'est un peu de scaler l'équipe, fait que de trouver, comme justement ça grossit, fait comment on réussit à faire un roadmap review qui est efficace avec tout le monde, comment on réussit à collecter le feedback de tous nos différents streams. Un élément que je veux amener, c'est qu'on a pris une décision il y a quelques années de diviser la org structure en persona. Donc, Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, on est responsable de tout d'abord aider les membres. Avec notre premier persona, c'est les employés, on les appelle les membres. Le deuxième persona, c'est les providers, donc ceux qui livrent le service aux membres. Fait qu'on est responsable de bâtir tout un gros... Finalement, c'est un énorme call center, ce qu'on est en train de bâtir, parce que on a autour de 4000 visites par jour d'employés qui veulent consulter. Puis là, nous, c'est hyper complexe parce que dépendamment, puis là, c'est ça qui est top dans le système de santé, c'est si un employé consulte de l'Alberta, il faut que nous, notre infirmière ou le médecin ait une licence en Alberta, mais imagine le scheduling, de s'assurer que peut-être la projection de qui va consulter où, puis nous, de notre côté du provider side, d'engager le bon monde, puis de prédire, puis si on schedule trop de monde, ben là, nous, il faut les payer, donc notre marge avait vraiment de baisser, puis si on ne schedule pas assez, le waiting time augmente beaucoup pour nos patients, puis là, c'est pas une bonne expérience. Fait que l'équipe, on a appliqué des modèles, on a testé des choses, c'est assez excitant tout ce monde-là. Mais tout ça pour dire, Provider Stream, on a le Member Stream, puis le dernier, et non le moindre, le Client Stream, nos buyers, donc les employeurs qui achètent notre service. Puis j'ai des Group Product Managers, dans le fond, qui s'occupent de chaque stream, puis on a divisé les équipes Scrum. Fait qu'on a 2 équipes produits dans chacun des streams. Vraiment intéressant, le split. Tu as parlé d'un framework que tu utilises pour le développement professionnel un peu de ton team. Tu peux-tu parler de c'est quoi un peu ça? Oui, donc ça aussi, c'est quelque chose à travers... Je te dirais, mon expérience ici chez Dialogue, c'est fascinant. Comment quand tu scales puis tu grossis, ben ton org structure, tu as tellement de dimensions différentes. Puis la réalité, quand tu parles avec tout le monde dans l'industrie, c'est que, puis tu l'as même dit au début, c'est pas parce que ça marche à une place que ça va marcher ailleurs. Ça doit s'appliquer à l'ADN de l'entreprise, toutes ses particularités. Donc, on a tellement testé le modèle. Puis, à un certain point, moi, chez Dialogue, on n'avait même pas de rôle. On n'avait pas mis le concept de directeur, de VP, tout ça. Okay. On a toujours voulu être le plus flat possible, puis de toujours dire, tu sais, ce qui est important, c'est les projets que tu fais, c'est tes responsabilités. Ton rôle, à la limite, c'est pas ça qui est le plus important dans une startup qui grossit.
Mais à un certain point, quand tu as de l'attraction puis tu vieillis comme entreprise, tu veux garder ton talent. Puis quand ça fait 1 an et demi que tu as ton PM qui est PM, puis que lui, il voit ses collègues dans une autre entreprise qui vient de devenir PM, senior PM, puis directeur, fait qu'on n'a pas le choix maintenant en tant qu'organisation de dire faut qu'on introduise des levels. Fait que là, tu sais, HR, l'équipe de ressources humaines ont développé ça, mais comme moi, il fallait que je définisse out of the blue, genre, c'est quoi, moi, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ouais, ok. On a regardé, je crois beaucoup aussi qu'il faut à un moment donné pas réinventer la roue. Là. Il y a bien des gens brillants qui ont déjà pensé à ça. Fait qu'on est allé un peu s'inspirer de plein d'entreprises, mais celle qu'on a le plus aimée, c'est celle d'Intercom, là, qui est bien connue. Puis ils ont mis public ce framework-là. Ensuite, on avait un framework de quelqu'un qui était chez Google. Fait qu'on a un peu pris les meilleures idées de tout le monde, puis on a comme créé ça, la sauce dialogue. Ça me ferait plaisir, en fait, même que dernièrement, on en a trouvé un qui est gratuit, qui est sur WeForge, là, qui est, Oui. donc, ils en ont ils appellent ça le PM Competency Model. C'est hyper bien fait. Moi, honnêtement, si j'avais eu accès à ça il y a 3 ans, j'aurais pris celui-là. Puis, c'est ultimement d'identifier comme 6 piliers de compétences que tu peux avoir, puis pour chaque level. Fait que tu as Associate Product Manager, tu as PM, tu as Senior, Group Product Manager. Puis pour chacun, tu as un niveau de compétence. Puis ce qui est super le fun, ultimement, là-dedans, c'est la conversation que tu vas avoir entre toi, l'employé, puis le manager. Fait que chacun de notre côté, on va se rater. Tu vas dire, moi, je suis en delà des compétences de mon rôle de PM, je suis on par avec expectation. Non, j'agis comme mettons, un senior PM ou un group product manager, puis on va faire l'assessment chacun de notre côté pour pas être biaisé. Puis là, on merge ça ensemble, puis là, ça fait la conversation, sont où les gaps. C'est juste ça que tu veux ultimement, c'est comprendre c'est où tes attentes de part et d'autre, puis ça te permet de vraiment aider ton employé à grandir, comprendre peut-être c'est où qu'il n'a pas vu un truc. Des fois, c'est nous, en tant que manager, souvent qu'on n'a pas du tout la perspective qu'il y a eu. Puis ça, ben oui, tu as raison, j'avais pas pensé à ça. Fait que ça te permet de t'ajuster. Puis c'est cool parce que ça fait un growth plan. Puis à un moment donné, quand ta compagnie a vieilli, les gens ont besoin de compter. Puis nous, on attire du monde qui ont un growth mindset, qui sont ambitieux. S'ils ne voient pas un plan de progression immédiat, je veux dire, on va les perdre. Fait que moi, il faut que je les stimule, il faut que je m'assure qu'il y a toujours une prochaine étape qui est excitante. C'est fou de voir qu'il y a un parallèle entre quand tu designs puis tu marketes du produit, le marché, la compétition va influencer ta roadmap, évidemment. Right? Peut-être que 80% de tes utilisateurs n'arrêtent pas de référer à une fonctionnalité que ton compétiteur a. Peut-être qu'elle va rentrer dans la roadmap, par exemple. Mais c'est fou ce que tu viens de dire, de quand vous avez un peu hiérarchisé, ou du moins amené des rôles, puis tout ça. C'est comme si la compétition au niveau de l'embauche, au niveau du capital humain, aussi influence ta structure de compagnie et d'organisation. Fait que tu dois vivre avec ces contraintes-là. C'est vraiment intéressant. Hubert, j'ai l'impression que tu es passé dans ta carrière de code à produit à personne, beaucoup. Parce que là, dans ton day-to-day, il y a beaucoup de management, puis c'est pas juste de management de produits, mais aussi de personnes. Puis c'est vraiment un skill set qui peut être différent. Oui. Est-ce que tu t'ennuies des fois du nitty-gritty d'une roadmap bien technique ou de gosser dans genre les features et les customer interviews, ou tu t'épanouis quand même bien, mettons, dans le rôle actuel? Donc, je te dirais que je crois aussi mes valeurs, mes principes, fait que n'importe quelle personne produit dans n'importe quel niveau devrait toujours parler aux clients parce que tu dois les comprendre, tu dois avoir une empathie, tu dois vraiment, puis des fois, c'est ça, on est très occupé, puis tu oublies ça, puis il faut créer cette habitude d'avoir une interview. On essaie de viser une fois par semaine, mais la réalité, pour moi, c'est pas le cas. Mais assez régulièrement, on va avoir des rencontres avec des clients. Par exemple, on a quelque chose qu'on fait chez Dialogue qui nous démarque de notre compétition parce que nous, on vient d'un monde des bénéfices qui est relativement plus, je te dirais, comment je pourrais dire, c'est une industrie relativement vieille, LifeWorks de ce monde qui est au Chapelle. Tu sais, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont dans l'industrie, il y avait le monopole un peu du PA et tout. Puis là, nous, on arrive, puis on amène une approche produit un peu plus innovante. Exemple, on a des think tanks. Fait qu'on a un Client Advisory Board avec nos top clients chez Dialogue. On les amène une fois par année.
Puis on passe une journée avec eux, on est transparent, on leur partage notre roadmap avec eux, on veut leur feedback pour définir l'année prochaine, mais on fait plein de workshops avec eux pour comprendre, ça dépend toujours de où est-ce qu'on est là, dans notre stratégie, mais tu sais, est-ce que c'est pour mieux comprendre un problème? Est-ce que c'est pour tester différentes solutions qu'on a un problème? Mais ce lien-là qu'on a créé avec nos clients, c'est quelque chose qui nous permet de, hey, on a telle idée, puis de pouvoir les connecter. Fait que je pense que c'est super important de garder ce lien-là constant avec tes users, mais là, dans ce cas-là, nous, c'est nos buyers qui sont, encore une fois, les employeurs. Puis tes clients évangélistes sont tellement généreux de leur temps qui te donnent tellement de bons feedback que tu peux tellement éviter d'aller dans la mauvaise direction assez vite avec leur guidance. Fait que pour moi, ça, c'est un truc. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est un truc que je m'implique à chaque année, que je veux participer, que je suis parti dans les workshops, je définis les workshops, je fais les interviews. Euh, mais oui, en passant, moi, ça a été toujours un truc que j'aime beaucoup, beaucoup créer des choses. Ça a toujours fait partie de moi. J'aime tester des nouvelles applications. Je suis très curieux. Je lis pas mal d'articles tout le temps. Fait qu'un truc, moi, cette année qui m'anime beaucoup, c'est comment aider l'équipe à avoir un meilleur product discovery process. Ultimement, c'est comment on, plus rapidement possible, détermine qu'est-ce qu'il faut bâtir. Puis là, après, ben, t'as le product delivery. Puis on croit, nous, un peu à genre un tripod. Tu as besoin d'avoir, encore une fois, l'ingénieur, le PM, le designer pour représenter un peu les trois piliers que je parlais de la business, le user, puis qu'est-ce qu'on est capable de bâtir. Fait qu'on essaye de donner plus d'agency puis d'autonomie à nos équipes. On dit, voici le problème qu'il faut régler, puis des aider à converger le plus tôt possible. Puis je pense, puis tu sais, il y a plein d'articles là-dessus qui sortent en ce moment, qu'avec le AI, avec tout le monde maintenant peut coder, tu sais, la barrière à coder, elle a vraiment été réduite avec la solution de, voyons, j'ai un blanc de VS Code, le Autopilot sur GitHub et tout ça. Tu sais, t'as tellement de l'aide à des solutions, t'as des no-code things que la vraie valeur que les compagnies vont amener, c'est comment rapidement tu identifies le problème du client puis comment tu l'aides dans son quest, dans son job to be done qu'il veut régler. Puis ça, ben écoute, ça va être ça va être ça, moi je pense, le nerf de la guerre, de comment justement tu converges le plus vite possible. Fait que avec mon équipe, on a décidé d'un peu travailler là-dessus. Puis moi, je dis à tout le monde, tu sais, le plus tough, c'est pas de comprendre le problème, c'est de trouver une solution innovante pour régler le problème. C'est névralgique. Si tu travailles sur le mauvais problème, tu vas faire une solution qui n'a pas rapport. Mais dans ton budget de temps, ce que tu dois le penser le plus, c'est va innover, va brainstormer, va tester tes hypothèses le plus vite possible. Fait que ce que ça veut dire concrètement, c'est j'ai aidé, on a fait un petit tripod. Moi, j'ai participé avec notre directeur design puis un autre directeur engineering, puis on a voulu tester à l'interne, on voulait voir une hypothèse de genre on a introduit un nouveau score de well-being, on s'est dit est-ce que ça se pourrait que les gens qui consultent pour un problème de santé de peau soient intéressés à utiliser un autre de nos services chez Dialogue, parce que ça c'est un de nos défis qu'on essaie de régler, c'est wow, quand vous avez Dialogue, on règle votre problème que tous les différents services de santé sont sur une plateforme. Puis, la réalité, c'est que quand tu consultes encore pour ta rougeur sur la peau, tu vas parler au docteur, il va te faire une prescription, puis tu vas pas vraiment revenir dans l'application jusqu'à temps que la prochaine fois que tu es malade. Puis là, on essaie de dire, mais non, là, c'est notre hook pour lui dire, t'es-tu au courant de ton état de santé? Hey, on a un petit assessment de 5 questions. On va te dire comment tu me benchmarks par rapport à la population canadienne. Puis, hey, by the way, c'est un enjeu, genre, tu t'endors moins bien. On a plein de solutions pour toi dans l'app. Fait que là, on a voulu tester ça. Une semaine, on a testé. Puis là, on a pu un peu créer une forme de processus à l'interne pour inspirer le reste des équipes. Puis ça m'a permis un peu de revenir sur le produit. Fait qu'il y a encore plein de choses à régler. Puis j'ai pas le choix d'être relativement proche pour comprendre, comme moi, mes users aussi, c'est mon équipe, c'est comprendre leur réalité puis comment je les aide puis je les débloque dans leur développement produit. Récemment, j'ai un jeune universitaire qui m'a écrit puis qui m'a demandé un petit peu de mon temps en m'expliquant que la communication, le marketing, la stratégie, ça l'intéressait. Il en faisait à l'Uni, il en a fait dans son stage, mais qui tripait sur le produit, puis le monde du SaaS. Puis il me demandait, il m'expliquait qu'il y avait une entreprise d'échecs. Son nom, c'est Olivier Audet. Je vais le name drop parce que des jeunes qui ont faim, puis qui ont le feu dans les entrailles, puis qui outreach, puis qui prennent des pas de plus. Moi, ça me botte le cul, puis ça me rappelle quand moi, j'étais flow. Fait que j'aime beaucoup ça.
Puis il essaie de percer un peu dans ce monde-là du produit, puis de voir, tu sais, de parler à différentes compagnies. Je l'ai plugué avec un de mes potes qui est bien calé en produit. Pour les juniors, là, les très juniors qui essaient de rentrer dans le monde produit, là, qu'est-ce que tu regardes? Y a-t-il des conseils que tu peux leur donner ou juste essayer d'éclairer un peu cette relève-là de la branche produit? Oui, c'est une très bonne question parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose que tu apprends directement à l'école. Ce que je suis convaincu, ça manque un petit peu de nuance, là, mais de dire ce que je vois à travers le temps, c'est que tu as des choses qui s'apprennent rapidement, puis tu as des choses qui s'apprennent plus difficilement. Donc, ce que tu viens de nommer avec Olivier Audet, c'est pour moi un des traits que j'aime le plus voir, c'est cette audace-là. Pour moi, c'est presque un esprit d'entrepreneuriat que il t'a trouvé, il t'a écrit, il a compris c'est comment il pouvait te hooker. C'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde, puis c'est plus difficile des fois à inculquer. Fait que pour moi, ça je pense qu'un PM en produit, tu es souvent là aussi, puis surtout en early stage, tu vas porter tous les chapeaux, puis ultimement, tu combles les trous de ce que les autres font pas, puis tu essaies de make things work, tu vas travailler très fort, mais il faut que tu aies cet esprit un peu entrepreneurial de dire, genre, je vais prendre les devants, je vais être autonome. Ça, pour moi, c'en est un. Le deuxième, c'est qu'il faut que tu sois capable de démontrer, encore une fois, une curiosité, puis j'aime bien, là, que tu as dit tantôt, sans ego, là, d'être capable. La réalité, moi, c'est que la plupart des solutions qu'on a implémentées, c'est rarement venu de moi. Je suis pas quelqu'un de particulièrement... je pense aussi j'ai dû l'apprendre, mais c'est pas moi qui va arriver avec les plus gros breakthroughs, avec les plus grandes idées, mais comme moi, mon rôle, c'est de m'assurer de donner le bon contexte, de mettre les bonnes personnes à la bonne place, puis que les vrais gens beaucoup plus intelligents que moi vont réussir à trouver des bonnes solutions. Fait que si tu es capable d'avoir cette curiosité-là pour deep understanding de tes clients, c'est tellement important pour moi, ça, dans le rôle de PM. Puis peut-être le troisième, faut quand même que tu sois quelqu'un qui apprécie communiquer, parce que tu vas communiquer pour le reste de tes jours, puis à juste différentes échelles, mais comme ta première étape, c'est faut que tu mobilises ton équipe produit. Puis la plupart du temps, ce qui est toujours touché avec produit, c'est que tu n'es pas le manager des gens pour qui tu demandes de faire du travail. T'es un vrai leader, ultimement. Tu sais, ils ne se rapportent pas à toi, le designer, puis tous les ingénieurs, ils vont avoir leur propre boss. Fait qu'il faut que tu sois quelqu'un de relativement inspirant, qui soit capable de communiquer, qui n'ait pas peur de dire les vraies affaires. Il faut que tu tranches aussi, parce que là, tu vas avoir ton designer qui va dire quelque chose, l'ingénieur va dire une autre affaire. Il faut que tu sois capable de... Fait que pour moi, ça, faut au moins que tu aies un appétit puis une compréhension de ça. Tu peux très bien l'apprendre sur le tas, mais sois conscient que tu vas beaucoup communiquer dans ta vie à travers des présentations, à travers des meetings, à travers des trucs comme ça. Fait que je dirais les trois trucs, puis tu sais, essaye pas de rentrer PM. Moi, je te dirais, la plupart du monde, là, les bons PM, souvent même, ils viennent d'un autre monde. Puis à un moment donné, tu sais, on a un exemple, nous, d'une product manager qui, elle a commencé comme elle était care coordinator chez Dialogue, donc la personne concierge qui aide le patient. Elle avait un background en psychologie. Puis elle, finalement, elle était passionnée du produit. Elle a commencé à devenir la personne technique dans l'équipe médicale qui prenait tous les problèmes techniques. Là, on a vu cet appétit-là. Fait que là, c'est ça, quand tu es un leader, tu vois ça, c'est tellement, comme tu dis, magnifique. Tu veux les aider à aller dans leur plein potentiel. Donc là, elle a joint comme un QA dans une équipe produit, fait qu'elle a vraiment changé dans l'équipe Product and Tech. Puis là, QA, ben ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée voir son Product Manager, puis elle a dit « Comment je peux t'aider? Moi, je peux faire de l'analyse des données, je peux t'aider à écrire des user stories. » Fait que je pense de montre ton intérêt, ta passion, prends des projets sideline, parce que oui, tu peux faire les cours en ligne, puis tu peux lire bien des livres, mais je trouve que Product, c'est pas mal du 80% d'expérience. Il faut que tu le vives, il faut que tu vives les problèmes. Tu vas vivre le chaos de pas savoir quoi faire, de qu'est-ce que tu priorises, de Carlin que tout semble pas marcher, mais comme c'est dans cette zone-là que tu grandis le plus, puis t'es mieux de faire que de juste lire. Puis ça vient de moi que je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, mais je crois sincèrement que le plus gros learning, c'est quand t'es vraiment dedans, puis tu baignes dedans, puis essaye, c'est ça, va trouver des collègues qui font que tu penses que tu aimerais faire, va dire hey, « je suis prêt à t'aider, je vais faire ça en top », puis va bâtir cette crédibilité-là. Puis après, les opportunités arrivent. Tu sais, c'est ça qui est fou.
Ah ouais, parce que même si tu suis une formation de professional Scrum Product Owner, puis après ça, tu arrives dans le marché du travail ou une vraie équipe, tu vas voir que c'est pas toutes les cérémonies puis les artefacts qui vont être respectés à la lettre, puis la réalité cadre rarement sur un modèle purement théorique. Complètement. Super Puis, conseil, dude. je Merci. peux ajouter là, quelque Oui. chose que j'ai dit hier à quelqu'un aussi qui voulait rentrer en product management. Si tu as du temps, tu dois choisir d'aller faire la certification de PSPM, là, je pense que ça s'appelait, versus comme tu me trouves un problème que tu vois dans la société puis qui te gosse, puis là tu te dis je vais aller créer une fin de semaine une solution no code, là. Je vais tellement plus valoriser ça dans l'entrevue parce que tu me démontres que tu es passionné de produit, que tu aimes ça, que tu es capable de comprendre un problème. C'est tellement plus puissant ça que de dire que tu as fait de la certification. Donc, peut-être Pour un autre ceux qui conseil. écoutent juste la version audio, je hoche violemment de la tête. 100% d'accord. Écoute, t'as dit de quoi? C'est assez intéressant. T'as mentionné une professionnelle. C'était une médecin ou une professionnelle médicale? C'était une Une psychologue. Elle avait psychologue, un OK. bac en psychologie, ouais. Cette personne-là a fini par s'impliquer carrément dans le SaaS, dans Dialogue. Ouais. Ça me fait penser, j'ai un ami, Phil Chartrand de Montréal, il y a une startup qui s'appelle MPGO. C'est dans le domaine de la pharmacie. Puis je pense que tout son staff, ou la grosse majorité de son staff, c'est des pharmaciens. Mais qui vont être, mettons, marketer, product manager, design, je sais pas, tu sais. Puis moi, Wow. ça me fascinait quand il me disait ça. J'étais là, wow, tu sais, c'est le meilleur play que tu peux pas avoir, que quelqu'un de ton industrie build ton produit. Puis ça me fait penser à justement le fait qu'il y a beaucoup de présence de professionnels chez Dialogue, dans le contenu que vous produisez, dans le lien que vous créez avec le patient pour avoir des services, peu importe. Est-ce que c'est tough de recruter puis d'onboarder des professionnels dans ces carrières classiques-là, comme la médecine, la thérapie ou peu importe? Oui, donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment évolué. Tu as demandé qu'est-ce qui a changé. Ça, c'est quand même un contexte, puisque ce que je veux dire. Euh, Quand moi, j'ai joint Dialogue, on arrivait et on vendait la télémédecine chez un employeur. On disait télé quoi? C'est quoi ça? Puis il y a toute une période d'éducation de dire, en passant, c'est que vous pouvez parler avec un médecin au téléphone. La COVID a complètement démocratisé ça, puis je pense que ça l'a fait, ça preuve comment ça peut aider la population à avoir un accès rapide à 70%, parce que ça aussi, je voulais le mentionner, mais on règle 70% des cas de soins primaires en virtuel. Il reste des cas qu'on doit avoir un examen physique. Dès que tu as besoin des symptômes de diagnostic, pardon, dès que tu as besoin d'un symptôme au niveau des poumons, du cœur, que tu as besoin d'avoir Ouais. certaines données là-dessus, là, on peut pas prendre de risque parce que ça pourrait être un diagnostic qui est plus dangereux. Puis là, on veut s'assurer toujours de la sécurité du patient. Pourquoi je dis ça? Parce que même j'ai quelques amis médecins, la première chose, je disais, je venais travailler pour Dialogue, la première objection que tu reçois des médecins, c'est que tu peux rien faire en télé virtuelle. Huh. Donc, il y avait déjà une éducation à expliquer que, ben non, en fait, la réalité, c'est qu'il y a tellement de cas qui s'appliquent encore mieux en télémédecine. Un des meilleurs exemples, c'est tout ce qui est dermatologie. Comme nous, on a un système de triage qu'on a bâti, puis c'est une de nos propriétés intellectuelles qu'on est très, très fiers, c'est en moins de 1 minute 30, on va être capable de dire vraiment vite si on peut te traiter virtuellement ou pas. Puis nous, c'est super important parce que notre but, c'est que tu ne perdes pas ton temps sur notre plateforme si on peut pas te traiter, mais aussi de te guider dans tes prochaines étapes, d'aller dans le milieu public qui n'est pas toujours facile avec tous les longs temps d'attente. Mais donc, on a ce triage-là, puis après, ça dit, OK, tu as un problème au niveau d'une rougeur de peau, tu peux-tu prendre une photo? Donc là, le médecin, avant même qu'il va voir le patient, a déjà un genre de pré-triage avec tout le... Nous, on a créé un système, c'est plein de questions qui sont intelligentes selon les réponses, blablabla. C'est un gros arbre décisionnel géant, complexe. Puis, nous, on va générer un résumé de toutes ces informations médicales-là. Le docteur a accès à ça, peut tellement rapidement comme comprendre c'est quoi, lui, ses prochaines questions, voit la photo du cas au niveau du problème de peau, puis va pouvoir avoir plus de temps à parler au patient pour juste expliquer les prochaines étapes et les rassurer. Fait que ce qu'on essaie d'expliquer, c'est la réalité, c'est que tu vas passer plus de temps avec le patient, tu vas pouvoir plus le rassurer. Puis nous, on automatise une couple de parties qui est tannant aujourd'hui encore dans le système de santé. Tout est pris, ben c'est pas vrai. Là, ça commence à évoluer, puis il y a des IMR que les médecins prennent leurs notes
sur des ordinateurs, mais tu as encore des dossiers papier. Puis même nous, on est en train d'explorer des solutions pour être capable que toute la conversation vidéo soit éventuellement auto-transcrite pour que le docteur, sa note médicale est pratiquement déjà faite suite à la conversation. Puis tout ça, c'est dans le but d'optimiser le temps avec ton patient au lieu de faire plein de paperasse après. Je pense qu'il y avait une stat qui était sortie que 60-70% du temps des médecins est passé à faire de l'administration, puis 30% est avec le patient. Ouais, fait que c'est brisé en ce moment. Là. Fait qu'il faut vraiment régler ça. Donc, pour revenir à ta question, oui, ça a été difficile au début. On a essayé plein de techniques avec des pamphlets pour attirer les médecins. Il y avait toute une éducation à faire. Mais là, avec toute l'avenue de la télémédecine pendant la COVID, je te dirais qu'il y a beaucoup de monde qui sont là parce qu'ils croient à notre mission. Puis, on a toujours eu cette mission-là que quand le système de santé publique sera prêt, ben on veut être le partenaire de choix pour offrir notre plateforme. On aide tellement, c'est ça au niveau du triage. Moi, je parle à mes amis médecins qui disent demain matin, j'achèterai ta technologie de triage parce que ça m'aiderait à avoir tout de suite les bonnes informations. Puis, fait que non, je te dirais une équipe de talents extraordinaires chez Dialogue qui sont très créatifs, aller les attirer. On a du monde dédié pour ça. Puis, tu sais, on a des médecins, des infirmières praticiennes, des infirmières cliniciennes, on a des travailleurs sociaux, on a des psychologues. On attire tellement, on doit aller chercher plusieurs différentes expertises, qui est un peu un autre, tant qu'à moi, je dirais, truc qui m'excite le plus chez Dialogue, c'est qu'on est vraiment en train d'avoir sous un même toit une équipe multidisciplinaire qui va pouvoir prendre en charge tous tes problèmes de santé parce que la réalité, c'est que tu as besoin que ces gens-là travaillent ensemble, qu'ils ont tous accès au même dossier patient parce qu'ils sont capables de comprendre ta vraie histoire médicale quand aujourd'hui, dans le système public, c'est malheureusement brisé, mais tel praticien, il n'a pas accès à ton histoire médicale dans l'autre hôpital là-bas, puis il n'y a rien qui se parle. Ouais, j'ai un founder à qui je suis allé dîner récemment qui est dans ce milieu-là, d'améliorer la communication au niveau médecine, santé préventive, etc. C'est pas des choses qui sont faciles à changer, c'est pas des industries, il y a c'est un peu hermétique, puis ça bouge pas nécessairement super rapidement. Fait que moi, ce que je trouve fucking intéressant, c'est justement le play de passer par le corpo avec Dialogue, puis ensuite de faire une preuve forte il y a un besoin puis une solution qui répond dans le privé, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire avec ça au niveau de notre société. C'est fucking intéressant ce que vous faites, honnêtement, là, c'est très cool. J'ai envie de savoir s'il y a des gens qui compétitionnent directement avec vous ou indirectement. Absolument. Ben, ça a été intéressant là, au fil du temps. Je pense qu'on a commencé, on était pas mal, il y en avait un ou deux au début. Compétiteurs. Puis là, depuis quelques années, en fait, il y a une consolidation. Donc, on avait EQ Care dans le temps, il y avait, là, j'ai oublié le nom de l'autre, ça j'ai un blanc. Mais grosso modo, on est rendu, je dirais, 2 gros joueurs dans le marché. Il y a Dialogue, puis il y a TELUS, qui est surprenant, la compagnie de télécom. Ils ont toute une division TELUS Health. Okay. Puis, eux autres sont très forts dans le marché des produits EMR, donc pour que les médecins puissent Electronic Medical Record, qui en français, désolé, je ne connais pas le terme en français, mais donc c'est comment les docteurs entrent les notes médicales dans le système. Puis là, ben, on va faire un service de télémédecine. Puis là, éventuellement, TELUS a annoncé qu'il faisait l'acquisition de Morneau-Chapelle, qui s'appelait LifeWorks. Donc, ils ont entré dans toute l'industrie du type PE. Donc, je dirais que c'est notre autre gros compétiteur. Puis nous, ce qu'on communique, je te dirais, ce qui nous différencie de notre positionnement, c'est qu'on a décidé qu'on ferait moins de services, on serait moins en breadth, mais plus en depth. Donc, de s'assurer que qu'est-ce qu'on fait, ça soit une expérience premium. Donc, nous, on est toujours un petit peu plus cher, mais la réalité, c'est parce qu'on a une équipe médicale qui est dédiée, qui font plus d'une centaine d'audits. Tu sais, ça aussi, c'est le pouvoir d'une expérience digitale. C'est, on a des médecins qui vont regarder aléatoirement des épisodes entre un patient et un docteur pour s'assurer que les meilleures pratiques sont utilisées. Si c'est pas le cas, ben, il va y avoir des escalations à l'interne pour s'assurer que nos processus sont améliorés. Puis c'est ça le pouvoir d'avoir des traces puis de pouvoir avoir une certaine forme de visibilité. Encore une fois, je veux juste rassurer tout le monde. Moi, j'ai pas accès à ça. C'est juste les médecins qui ont accès à cette information-là, puis les gens de l'équipe médicale. Mais tout ça pour dire que nous, on a toujours dit qu'on va offrir une vraie expérience premium, qu'on va
démontrer qu'on a vraiment un impact. Puis je pense qu'une de tes questions, c'est comment on fait pour s'assurer qu'on n'est pas juste un bénéfice comme ça que personne n'utilise, mais la réalité, c'est que nous, notre valeur est intimement liée à notre pricing. Plus tu vas utiliser Dialogue, plus nous, on va pouvoir ultimement dire on t'amène plein de valeur parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. Puis comment on démontre ça, c'est on est capable de démontrer une amélioration sur un niveau de stress et d'anxiété. Fait qu'on appelle ça les health outcomes, mais on est capable de le mesurer. Puis on est les seuls en ce moment qui disent, ben, regardez, cette personne-là, elle a commencé avec notre approche de santé mentale. Elle a fait le premier questionnaire. Elle a découvert que peut-être qu'elle avait un enjeu de stress. Elle a fait notre plateforme de TCCI qui est, là c'est en anglais, c'est ICBT, c'est comportemental. Et là, je devrais savoir ça, ça n'a pas de bon sens, mais c'est ICBT, c'est un traitement cognitif comportemental. C'est une façon qui existe depuis 20 ans, là, qui est codifié, genre toi, t'as peur d'aller prendre l'avion. C'est de la thérapie. Je sais pas si t'es familier un peu C'est avec de la ça. thérapie cognitivo-comportementale. J'en ai fait beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Fait que tu connais ça. Oui, très bien. Donc ça, c'est quelque chose qui a été prouvé qu'il y a de l'évidence depuis une vingtaine d'années, mais là, nous, on l'amène dans notre application parce que la réalité, c'est que tu as 20% des gens qui n'ont pas envie de parler à un autre humain, que tu le connais pas, qui préfèrent une certaine anonymisation. Donc, nous, c'est aussi d'offrir cette flexibilité-là des soins parce que tout le monde est différent. Tout le monde a besoin d'un support relativement personnalisé. Puis nous, ce qu'on peut montrer à la fin, c'est comme avec ce que le patient a utilisé, ben regarde, il se sentait à tel score au début, puis là, aujourd'hui, il va vraiment mieux. Fait que ça, c'est vraiment puissant comme outcome qu'on peut montrer. Mais Uber, c'est quand même de la donnée critique. Tu sais, moi, je pense à toutes les choses que j'ai dites en thérapie, par exemple, avec mon thérapeute. Comment est-ce que l'employeur ou un dialogue fait pour bien gérer la confidentialité à ce niveau-là? Parce que, tu sais, si j'étais un peu orwellien ou comme cauchemardesque, je pourrais faire genre « Yo, j'ai pas envie que mon employeur utilise Dialogue pour me mettre un score de potentiel de burn-out puis qu'il me claire avant. » Tu comprends ce que je veux dire? Absolument, puis c'est un des premières objections que les employés vont avoir. C'est comme, ben là, mon employeur va connaître tout sur ma santé. Fait que je veux rassurer tout le monde, il n'y a aucune information individuelle qui est partagée à l'employeur. Nous, ce que l'employeur voit, c'est un rapport à la fin d'engagement, mais qui est anonymisé puis qui est en groupe. Fait que t'es pas capable. Nous, en plus, on a toute une équipe qui travaille pour s'assurer qu'on respecte le privacy. C'est tellement important. C'est le nerf de la guerre de s'assurer que nos users, nos membres ont confiance en Dialogue. Donc, l'information individuelle n'est jamais partagée à l'employeur. Moi qui travaille chez Dialogue, j'ai aucun accès au dossier patient. C'est complètement bloqué. On a toute une infrastructure pour nous empêcher d'avoir accès à ça. Puis même à travers la plateforme, maintenant, on a ajouté un niveau de granularité de Access Control que le planificateur financier peut pas voir ton dossier médical. Puis même le médecin peut pas nécessairement voir un dossier d'un autre patient pour s'il n'est pas associé à ce dossier-là. Donc, c'est hyper important de respecter ça. Puis, c'est ça. Fait que toutes les données sont anonymisées, agrégées. Puis, un employeur va juste voir des groupes. Genre, tu as 30% d'utilisation, tu as eu une amélioration de 20% de stress. Puis, nous, notre but, c'est d'aider l'employeur à cibler les meilleures initiatives pour aider. Genre, OK, ben là, tu as vraiment comme plein de monde qui sont hyper stressés, mais voici ce qu'on a pour toi pour t'aider. Fait que nous, on est vraiment là pour les conseiller puis les guider, mais c'est toujours au niveau du groupe et pas de l'individu. J'ai l'impression, puis tu me dis si c'est une bonne assumption ou pas, j'ai l'impression que les inefficiences ou les temps d'attente ou les expériences pas optimales dans le système de santé publique, ce facteur-là, jumelé au facteur de la COVID, donc de virtualisation forcée un petit peu de certains traitements, a dû être un gros vent dans le dos pour l'adoption de télémédecine puis de conseil santé virtuel pour Dialogue. Est-ce que tu penses que c'est vrai, ça? Ben, c'est un fait parce que le mois 2 de la COVID, on a décuplé. OK. Ben, mon autre question d'abord par rapport à ça, c'est avant que ces facteurs-là coalescent ensemble, tu sais, est-ce que c'était quoi les démarches d'éducation que Dialogue faisait au niveau de l'utilisateur final, pas l'utilisateur payeur-employeur, c'est pour éduquer, pour sensibiliser, parce que
Mettons, je sais pas, là, ma grand-mère, là, bon, là, elle travaille plus, c'est un mauvais exemple. Ma tante, whatever, est allée chez le docteur toute sa vie, tu comprends? Genre, l'idée de se loguer sur quelque chose, sur une web app pour consulter pour, justement, tu parlais de rougeur de peau ou quoi que ce soit, c'est comme un petit peu wild, là, tu sais, pour elle. Oui. Donc, ben écoute, mon exemple premier qui me vient en tête, c'est la raison, tu sais, le job to be done, la raison pourquoi un employé hire dialogue, c'est je me sens pas bien, je veux comprendre rapidement ce que j'ai, puis j'aimerais ça comme me sentir mieux le plus vite possible. C'est pour ça qu'ils utilisent dialogue. Puis sans faire un Google search, genre. Ouais, puis sans faire une Google search, puis c'est un bon point parce qu'on a toujours dit effectivement que les gens font beaucoup ça, puis en passant encore aujourd'hui, je sais pas c'est quoi la vraie stat, mais t'as un bon pourcentage de gens qui vont parler au médecin puis qui connaissent déjà leur diagnostic. C'est vraiment comme tout ça. Mais tout ça pour dire que le aha moment de nos membres, là, puis que je vois année après année, puis qu'on le lit dans les NPS, parce que nous, on est très religieux sur la satisfaction de nos membres, puis on lit tout le feedback. Ton expérience ultime, c'est en 1 minute et demie, tu vas répondre à 5 à 10 questions. On va dire oui, ça peut être traité virtuellement. Tu vas booker un rendez-vous avec un médecin, puis la plupart du monde va avoir accès à un médecin en moins d'une demi-heure. Fait qu'imagine ça, là, aujourd'hui au Québec, c'est quoi ton alternative? Tu sais, c'est ah shit, faut que j'aille à la clinique, j'ai aucune idée. Là, c'est tout sans rendez-vous avec rendez-vous. Là, tu vas perdre 1 heure à essayer de trouver un rendez-vous, t'en trouveras pas. Là, tu vas aller dans une sans rendez-vous, puis là, ça va dépendre, tu peux passer la journée. Là, tu vas peut-être même arriver là, ils vont dire désolé, il n'y a déjà plus de place, monsieur, c'est plein, ou madame. Donc là, 1 demi-heure plus tard, tu as un rendez-vous avec le médecin. Le médecin te regarde vite, il fait ben oui, c'est un diagnostic clair, je te fais une prescription, pardon. La demi-heure suivante, ta prescription est envoyée chez le pharmacien. Donc, toi, tu étais chez vous. Puis, entre le moment où tu n'allais pas bien puis que tu as décidé de consulter avec Dialogue, après 1 heure, tu vas chercher ta prescription chez la pharmacie. Le moment qu'une personne vit ça, il devient tellement plein de gratitude envers la télémédecine, envers Dialogue. Fait que faut que tu amènes les gens vers ça. Puis, ce qui nous a aidé, c'est partager ces témoignages-là, d'encourager les employés à le partager à leurs collègues. Écoute, nous, on prenait les verbatims dans l'NPS, puis on le partageait à l'employeur pour dire, regardez, c'est ça que vos employés disent, allez le dire à tout le monde. Fait que je te dirais que l'équipe de Customer Success a toujours été très bonne à accompagner le client pour envoyer le bon message aux employés. Mais c'est cette expérience-là que une fois que tu la vis, tu fais, je veux plus jamais vivre quelque chose d'autre. Puis ce qui arrive, c'est ça, c'est que ça devient des ambassadeurs, ces personnes-là, parce que quand ils vivent une expérience aussi delightful que ça, en contraste à des années ou décennies d'expérience irritante ou suboptimale, c'est sûr qu'ils vont en parler. Fait qu'il y a cette espèce de flywheel-là intéressante. Et juste pour ajouter, pour lancer un petit peu plus de fleurs sur le produit, moi, j'ai des parents aussi qui m'ont dit que juste consulter puis avoir de l'info, des conseils au niveau de leurs kids, c'était quelque chose que, tu sais, ça peut être un pain, ça peut être stressant, puis tu sais pas par où passer, puis tu veux parler à du monde qui en a vu d'autres. Anyway. Fait que ce côté-là est assez intéressant. Est-ce que ça Complètement. Et en passant, l'élément parent, je te dirais que c'est un des éléments numéro 1 qu'on entend aussi. OK, mais c'est ça que je me demandais. Okay. Ben oui, en tant que, là, c'est moi qui fais une émission, mais qui est tellement importante, c'est on est jeunes parents, tu sais jamais ce que tes enfants ont, on est beaucoup plus stressé que la réalité. Puis même une des anecdotes d'une des infirmières qui m'avait partagé, c'est elle avait travaillé dans le 811, puis elle a travaillé chez Dialogue. Okay. Puis elle disait, tu sais, le fait qu'ils sont capables de voir à cause justement de la vidéo, il dit c'est tellement fascinant quand tu écoutes le parent ce que l'enfant a, tu as l'impression qu'il est en train de mourir en plein de sang en dessous du lit. Puis là, après, elle montre, là, tu dis, je peux-tu voir l'enfant? Puis là, l'enfant est en train de jouer calmement dans son petit coin. Elle dit, tu sais, c'est normal. Puis je suis la première personne, je fais la même chose parce qu'on est tellement anxieux. Mais cet accès rapide à une réassurance puis un support, c'est tellement puissant pour des jeunes parents. Puis on a même eu une histoire, tu sais, en tout cas, c'est un first world problem, mais tu sais, partaient pour la fin de semaine dans leur chalet, puis là, ils sont genre vraiment perdus dans le bois. L'enfant vomit, va pas bien, tous les symptômes de peut-être même une... voyons, j'ai un blanc... quand tu as un truc au cerveau, je devrais savoir ça. Mais quand les jeunes enfants, ça me reviendra, peu importe. Ouais. Mais il était super inquiet, mais dans la voiture,
ils ont été capables de consulter avec Dialogue, puis de regarder les symptômes, puis ils ont juste dit, ben non, écoute, c'est juste un petit virus, quelque chose comme ça. Si ça continue demain matin, faites juste nous écrire, puis on va vous reprendre votre dossier. Puis c'est un peu ça aussi, c'est de savoir, comme je vais à la clinique, mais je sais que Dialogue va être là avec moi aussi demain, puis après-demain. Puis un des trucs que les gens aiment le plus, c'est tu vas avoir une prescription, on va t'envoyer, là, tu vas avoir ton plan de soins. Nous, on va te réécrire 3 jours plus tard. On va dire, est-ce que ça va bien, François? Est-ce que tu vas mieux? 80% du temps, les gens vont nous dire oui. 20% ils vont nous dire non. Puis ce 20%-là, boum, immédiatement, ils vont reparler à une infirmière. Ouais. Puis ça aussi, c'est quelque chose, c'est ta continuité des soins, puis sentir que tu n'es pas juste abandonné dans un peu des fois. Puis c'est encore une fois, c'est pas de la faute des gens dans le système de santé, c'est juste le système, comment il est. Il y a Exact, puis en tant que personne produit, tu peux comprendre et empathiser envers la notion de dette technique qu'on a aussi dans notre système de santé, parce que c'est une fucking civilisation, société qui a été buildée sur des centaines d'années à un moment donné, tu sais. Fait que c'est des grosses machines à refactor, mettons. Ouais, exactement. Mais non, j'adore ça. Puis écoute, moi, je suis en train d'en construire une ou deux compagnies, puis hopefully, peut-être éventuellement investir dans certaines compagnies, puis j'espère me rendre au moment où je vais être capable d'offrir ce service-là à ma propre team, parce que pour en avoir vécu quelques défis personnels, je te dirais que moi, j'ai eu un gros privilège de faire un exit. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur le pod, mais j'ai fait 2 choses une fois que j'ai reçu mon premier cash. Un, je me suis pris un entraîneur privé pour le gym, comme je te parlais au début du pod. Puis 2, j'ai magasiné la médecine au privé parce que moi, je veux gérer ma santé mentale, mes problèmes de santé physique. Je veux être capable d'avoir accès facilement à quelqu'un, de l'avoir en personne, etc., etc. Puis, tu sais, on n'en avait pas d'offres comme ça, un dialogue qui peut te suivre à travers différents trucs où j'étais. Donc, pour moi, j'ai le luxe d'avoir fait de l'argent à cause de la tech, mais Chris, que c'est pas le cas pour tout le monde, tu sais. Fait que de pouvoir offrir ça à scale via des grosses corpos, via des grosses organisations, plein d'employés, c'est malade. On va switcher, on va changer de vitesse un petit peu parce que j'ai envie qu'on close avec deux moments assez mythiques dans le monde du startup. Toi, t'es passé à travers ces 2 moments-là, c'est-à-dire un IPO puis une acquisition. Que tu veuilles parler plus de Dialogue ou de Password Box, moi, les 2 m'intéressent, mais commençons par l'IPO avec Dialogue. Ouais. Est-ce que ça a ajouté une charge mentale ou un stress dans ton day-to-day ou dans celui de tes collègues quand ce processus-là s'est enclenché? Donc, entre le moment où la décision est prise, on veut aller public versus que ça arrive, écoute, Ouais. c'est, comme tu mentionnes, c'est presque un moment mythique où c'est ton exit ultimement. Tu as tellement travaillé fort, tu t'es dédié à cette mission-là. Fait que c'est sûr que tu as le rêve de dire wow, comme ça va se matérialiser avec un IPO. Ce que nos fondateurs ont pris comme décision, qui était une excellente décision, c'était d'isoler le reste de la business de tout ça, puis pas de nous disrupter de notre réelle valeur. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment mis l'équipe légale finance, ils ont travaillé comme des défoncés pendant... ça a été assez vite, là. C'est comme on avait une fenêtre de 3 mois, puis il y a énorme... Ça aussi, c'est un autre record de... Je sais plus c'était quoi exactement, là, mais c'est un des plus vite IPO que j'ai jamais eu, juste entre la fenêtre que tu prends une décision puis tu remplis tous les documents légaux que tu as besoin. Puis tu sais, dans le processus pour les auditeurs, c'est tu dois bâtir un peu un genre de prospectus qui dit voici ma compagnie, voici pourquoi elle est aussi bonne, voici mon passé historique. Tu un peu t'ouvres tes livres. Puis là, tu essaies d'un peu vendre regardez comment on est aujourd'hui, puis voici ma croissance potentielle. Puis le prix de l'action va être basé sur le futur, c'est ça le monde du marché. Donc, il y a toute une dimension incertaine de comme, est-ce que les gens vont croire à cette histoire-là? Puis là, ils partent sur un roadshow, ce qui est un peu similaire à lever dans les Series ABC. Là, tu sais, faut peut-être trouver des investisseurs, peut-être les convaincre de ton histoire, mais là, tu t'en vas dans des plus grosses institutions publiques, tu ouvres tes livres, tu vas te faire poser toutes les questions du monde. Écoute, c'est pas moi qui est impliqué personnellement du tout. Ça a été Shérif et Naven, notre CFO, qui ont travaillé, qui ont fait tout ce roadshow-là, qui ont tellement travaillé fort. Fait que pour moi, je veux dire, la réalité, c'est que ça a été business as usual. Ça t'ouvre un peu le rêve parce que
tu sais, tu connais ton runway, tu sais combien de temps il te reste, tu sais qu'il faut que tu atteignes tes objectifs, puis toujours ce risque-là. Je voulais mentionner d'ailleurs, moi, que Sheriff a toujours dit, tu sais, on était dans un modèle VC de croissance, puis c'était triple, 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 double, double. Ouais. Fait que tu peux faire un 100x en 5 ans, puis passer ça que les VC ils demandent comme croissance. Puis ce qui est malade, c'est on l'a fait, ça. Moi, c'est ma seule expérience que j'ai vécu ça, puis c'est assez fou d'avoir réussi ça. Mais quand tu vends cette histoire-là, puis que tu montes l'équipe, puis je pense que tu es capable d'avoir une super belle histoire. Fait que tout ça pour dire que, écoute, c'est excitant. Le jour de l'IPO, tu sonnes la cloche. Moi, j'étais pas dans le groupe qu'on a sonné la cloche, mais comme tu vois ça live, puis là, t'as tes gros investisseurs que tout de suite après, on était sur un... Parce qu'en 2021, il y avait encore... On était en pleine COVID encore, fait que c'était tout sur Zoom. Oh, ouais. Puis là, on a vu le sonnage de cloche sur Zoom. Après, on était avec toute la compagnie, puis avec les grands actionnaires qui nous ont parlé, qui nous ont fait tellement un bon speech inspirant. Fait que, écoute, c'est ça. Puis là, moi, je te dirais, après la partie publique, c'est tout un journey, ça aussi. Hein. Rapido, mettons... Ouais, rapido, c'est juste de dire que tu deviens public à te commettre tes objectifs de revenus, de croissance, de marge, blablabla. Tu atteins tes objectifs, puis l'action drop. Puis là, pourquoi? Puis c'est très irrationnel, c'est très difficile des fois sur le système de tu suis ça, puis tu essaies de dire il faut pas le regarder au jour le jour, on est là sur le journey à long terme, mais comme ça devient stressant un peu de voir comment c'est volatile, puis c'est pas toujours rationnel. Ben écoute, c'est aussi comme personne produit, c'est un feedback en temps réel du market, là, tu sais. Fait que ça doit être tough de pas checker ça au jour le jour. Non, c'est ça, effectivement. Je trouve ça fascinant d'autres. Puis au niveau de l'acquisition avec Password Box, ça a-tu été quelque chose de stressant? Ça a-tu été quelque chose qui a bien été? Ça aussi, ça finit que c'est excitant parce que c'est un exit, tu sais. Fait que là, tu fais, oh, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, nous, en plus, on avait 3-4 buyers chez Password Box. Fait que c'était vraiment, puis c'était des belles compagnies, là. Genre des belles de ce GAFA de ce monde, genre. Fait que, tu sais, puis dans le temps, il y avait meilleur price. Fait que t'avais envie de joindre un Facebook ou un Amazon ou ces trucs-là. Puis, fait que là, il y avait toutes ces compagnies-là qui venaient nous voir, due diligence. Ça, c'était vraiment excitant de passer à travers. Moi, mon souvenir, c'est le processus d'acquisition, c'est quand même relativement excitant. Puis là, nous, on était vraiment dans les détails de comme, on était dans le due diligence, fait qu'il fallait répondre à toutes les questions. Puis là, il y a une longue période. Moi, mon expérience que je vois à date à travers les différents processus, c'est que tu as une partie à un moment donné que ça va stagner en négociation, puis là, ça va être les CEO avec, ben là, toi, tu l'as vécu aussi, mais là, tu es avec l'équipe légale, puis à un moment donné, tu t'entends pas sur certains termes, puis ça peut durer une période indéterminée que tu sais pas, puis qui est excessivement stressante, parce que ça peut aussi tomber du jour au lendemain, puis c'est fini, tu sais, tout ton rêve que tu t'es établi, ça marchera pas pour certains termes. Nous, chez Snipcart, on avait gardé le processus d'acquisition secret. À mon grand dame, parce que je suis une personne très transparente, mais on avait fait le calcul de genre, écoute, ça va trop distraire et stresser les membres d'équipe. Est-ce que vous, le processus d'acquisition a été transparent from the start? Chez Password Box, oui. Chez Dialogue, non. Okay. Fait que chez Dialogue, puis surtout qu'on était une compagnie publique, c'est encore plus important parce que ça a tellement une information privilégiée. Fait que ça, c'était important de garder ça au strict minimum, le nombre de gens qui étaient au courant. Fait que ça a été très, très privé tout le long. Mais Password Box, dans les valeurs aussi. Puis là, je suis pas au courant de tout le contexte, mais il y avait une décision de garder ça public à tout le monde. C'est excitant, tu sais. Puis c'est ça, tu faisais partie d'une petite équipe, puis t'étais là-dedans dans le journey, tu vis les hauts ensemble, tu vis les bas ensemble, fait que c'est comme tout un voyage. Parfait. Donc, pour clore le pod, mon excellent chien s'est mis à japper. On verra quel aboiement se rentre dans le recording ou pas. Mais écoute, c'est une des discussions les plus honnêtement fascinantes puis inspirantes que j'ai eues depuis longtemps. T'es une personne produit, mais une personne très humaine aussi, qui a en plus le checkbox d'être passé à travers un paquet d'épreuves ou d'étapes charnières en startup qui marquent beaucoup l'imaginaire. Fait que c'est super. Écoute, merci beaucoup à toi. Merci de ce temps-là. Merci pour ton chien qui a participé tout le long à notre entrevue, pas du tout. Mais écoute, merci pour cette possibilité-là. Puis ce que tu fais, c'est vraiment magnifique de rendre plus visible toute la sphère SaaS. Puis c'est un monde
fascinant, passionnant, qu'on peut avoir un impact au Québec, qu'on a du talent, qu'on peut l'exporter ailleurs. Fait que je crois sincèrement, puis merci beaucoup de l'invitation. Puis je lance ça comme ça, mais qui sait, peut-être que le prochain événement, ça se passe à Montréal, ce sera chez Dialogue. On s'en reparle. Oh, qui sait, on s'en reparle. Salut, bye. Salut, merci.